Ok, commençons. Donc, bonjour à tous. Merci beaucoup d'être présents. Je suis ravie de cet événement pour vous parler de ce qui est notre cœur de métier, aider les entreprises françaises à s'implanter aux États-Unis et à grandir. Donc, donc moi, je suis Constance Bost, la directrice de la Chambre de commerce au Texas, franco-américaine, et je suis avec mon homologue Anne-Emmanuelle de Boisson. Et nous Bonjour. sommes également accompagnés de deux experts qui sont des membres historiques du réseau des chambres de commerce, donc Jade Fiducial, qui ont une expertise comptable très technique, mais en même temps qui ont une forte connaissance des problématiques des entreprises françaises qui grandissent aux États-Unis. Donc leur expertise va bien au-delà de la comptabilité. Donc, on a Nicolas Pignot et Dorine Marceau avec nous ce matin, enfin cet après-midi pour la France. Donc, je vais vous dire quelques mots d'abord sur le réseau des chambres de commerce et ensuite on laissera la parole à Nicolas et Dorine pour des questions plus techniques sur l'implantation. Donc, sur le réseau des chambres de commerce, voilà. Donc, le principe des chambres de commerce franco-américaines, donc ça a le titre chambre de commerce, mais c'est une organisation qui est assez différente des chambres de commerce qu'il peut y avoir en France, parce que nous sommes des organisations privées. Nous existons par les membres de la chambre de commerce qui sont des entreprises. Donc, ce système d'association business est en fait un réseau local et qui est utile quand on lance son business parce que ça permet d'être immédiatement connecté avec la communauté business. Donc, ce que j'entends par là, ce sont à la fois des experts qui ont une expertise industrielle et également des pairs, des personnes qui sont passées par là où vous allez passer quand vous lancez votre entreprise. Donc pour illustrer ça, c'est le réseau des membres, donc des entreprises qui a la Chambre de commerce au Texas. Donc je voulais partager cette slide pour vous donner un ordre d'idée de la diversité des industries qu'il peut y avoir au sein d'une chambre de commerce, la diversité des expertises et aussi les différentes tailles de business, parce qu'on a à la fois des très grands groupes et des entrepreneurs. Donc, comment est-ce que cette organisation, cette association de business peut vous aider? Alors, c'est à différents niveaux. La première chose, donc, comme je vous disais, c'est vous connecter avec des experts et des pairs. Donc, l'expertise, c'est voilà, comme aujourd'hui, on a l'expertise de Jade Associate qui va partager son savoir, et également des pairs. Donc, pour vous donner un exemple, quand un restaurateur me contacte parce qu'il veut ouvrir un restaurant au Texas, je vais le mettre en contact avec des restaurateurs qui sont passés par là il y a quelques années. Ou quand c'est quelqu'un qui veut ouvrir une usine au Texas, et ben, je vais trouver un chef d'usine pour organiser ces discussions entre pairs qui sont extrêmement riches d'enseignements. Le deuxième aspect, c'est la communication. Donc, comme on a une implantation locale assez forte, voilà, au Texas, on a à peu près 17 000 contacts dans notre base de données. Quand vous lancez votre business, on peut communiquer sur votre solution, soit à tout le monde, soit avec une communication ciblée. On est là également pour partager les informations, ce qu'on appelle la business intelligence, savoir ce qui se passe sur le marché, soit de manière formelle à travers nos publications et nos événements, soit de manière très informelle à travers les discussions business qu'il y a dans nos événements networking autour d'un verre. Le dernier aspect, c'est l'aspect vraiment sur mesure des services qu'on peut délivrer. Donc ça, selon les chambres de commerce, on a tous un peu des services différents. Donc juste pour vous donner une illustration de nous, ce qu'on fait au Texas, donc on a un service d'implantation clé en main. Donc, on ne se substitue pas du tout aux experts du réseau, mais on vous accompagne en fait dans chaque étape. C'est-à-dire qu'on vous met en relation avec les différents experts et on vous accompagne pour être sûr que tout se coordonne bien et avance au rythme prévu. Donc, on établit une roadmap et puis on vous accompagne là-dessus. Donc, ça veut dire que ce soit l'immigration, la comptabilité, les lawyers, l'immobilier. Voilà, on est là à tous les niveaux. On fait aussi des market studies, donc les études de marché. On a un service de recrutement qui d'ailleurs a commencé très fort cette année. Là, en 2022, là, le contexte est assez dynamique. Donc là, en ce moment, on est en train de faire 4 recrutements pour des entreprises du réseau.
On a aussi des services de business development donc pour vous aider à trouver des clients. Donc, on fait tout simplement la prospection commerciale pour vous et on vous monte des rendez-vous business avec des potentiels clients. On a des services de communication. Donc, comme je disais, quand vous êtes membre, on communique auprès du réseau, mais on va au-delà. C'est-à-dire qu'on peut bâtir avec vous des plans de communication qui vont bien au-delà de notre réseau franco-américain. Et le dernier aspect, c'est ce qu'on appelle le portage salarial, où en fait, quand vous êtes pas encore, quand vous êtes au début de votre installation, vous n'avez pas encore ouvert la filiale, si vous voulez commencer par tout simplement avoir un salarié sur place, on peut l'accueillir pour vous. Voilà, donc je vous dis juste quelques mots du Texas. Je sais que le Texas, c'est pas très bien connu en France et je voulais juste mettre voilà, une ou deux slides dessus pour vous dire que c'est un État qui est en très forte croissance. Austin et la région économique d'Austin est celle qui a eu la plus forte croissance ces dernières années. Le Texas est ce qu'on dit très business friendly, les taxes sont très faibles, le marché de l'emploi est très dynamique et la population a un niveau le PIB par habitant est assez élevé. Donc, ce qui, que ce soit de l'industrie ou du retail, c'est un État qui est très intéressant. Et je voulais aussi mettre en avant, au Texas, on parle souvent des intérêts qu'il y a sur l'aspect, je dirais, plus financier, sur les taxes, etc. Ce qui est aussi intéressant, c'est une législation qui est assez souple, on va dire, et qui laisse place à l'innovation et qui attire pas mal de nouvelles entreprises dans la tech innovante. Voilà, donc je laisse la place maintenant à Anne-Emmanuelle pour nous parler de San Francisco. Ah, Anne-Emmanuelle, je ne t'entends pas. Oui, c'est bon, pardon. Ah, okay. Ça a mis quelques secondes. Bonjour à tous. Je ne vais pas revenir sur le fonctionnement de la Chambre de commerce de San Francisco, puisqu'il est équivalent à celui de la Chambre du Texas. Donc moi, j'ai plutôt me focaliser un petit peu assez rapidement sur qu'est-ce qu'on entend par San Francisco Bay Area. Je sais que beaucoup de gens entendent parler de mythes, mais qu'est-ce que c'est vraiment exactement? Ensuite, il y a 4 zones principales qui sont très différentes les unes des autres. Donc, on a San Francisco qui est un peu la base avec toute l'industrie financière, le tourisme. C'est là qu'il y a beaucoup de conventions, etc. Et il y a évidemment de plus en plus de tech. Ensuite, vous avez l'East Bay, donc la baie de l'Est, qui se centre autour de Oakland et qui là réunit toutes la grosse industrie, le métal, tout ce qui est shipping. Il y a un énorme port à Oakland avec beaucoup d'arrivées, notamment par exemple de tout ce qui est Asie. Vous avez ensuite la Silicon Valley, la fameuse, avec la péninsule et la South Bay, avec la ville emblématique qui est San José, mais il y a aussi d'autres villes comme par exemple Palo Alto ou Mountain View. C'est là qu'il y a le gros pôle économique autour de la tech, évidemment, et donc c'est toutes les techs, deep tech, biotech, etc. Et il ne faut pas oublier, on l'oublie souvent, la North Bay, donc au nord de San Francisco. Pardon, juste la slide d'avant, excuse-moi. Constance, voilà. Avec toute la partie Napa et Sonoma, donc toute l'agriculture et le vin. L'agriculture est une grosse part aussi de ce qui se passe en Californie, donc il ne faut pas l'oublier. Voilà. Alors, je veux bien la slide suivante, s'il te plaît. Voilà. Alors là, c'est plus, je ne vais pas forcément tout vous dire. Il y a beaucoup d'informations là-dessus, mais c'est juste pour vous montrer quelques-unes des plus grosses informations de cette zone. Donc avec un GDP de plus de 500 milliards en 2020, qui fait que si la zone de San Francisco était considérée comme une nation, il serait 19e dans le monde. La deuxième plus haute concentration de Fortune Global 500, donc des plus grosses entreprises du monde. Enfin voilà, pas mal le plus haut niveau de brevets, le plus gros centre d'innovation et aussi un énorme centre de tout ce qui est université et autres. Je veux bien la slide suivante. Alors en fait, voilà, pour finir sur cet écosystème, en fait, qu'est-ce que c'est? En fait, on dit souvent que la Silicon Valley, c'est un état d'esprit, ce n'est pas vraiment un lieu géographique.
qui est la combinaison de 3 facteurs. D'abord, le fait que tout le monde ait un esprit très entrepreneurial. C'est la culture de l'innovation, du risque. Pour être très clair ici, et tout le monde vous le dira si vous venez, non, c'est pas, rater n'est pas un problème. Alors, on l'entend souvent, mais ici, c'est presque, on va dire, quelque chose qui doit arriver. Vous devez avoir tenté des choses, vous devez vous être cassé la figure pour en apprendre et pour mieux se relever. Ensuite, la baie de San Francisco et un très, très, très grand nombre de collèges et d'universités. Donc là, je vous ai mis les plus connus qui sont Stanford, Berkeley, mais il y a aussi UC San Francisco, UC Davis et plein d'autres qui sont parmi les plus prestigieuses du monde. Et donc, ça crée tout un pôle de talent et aussi de tout ce qui est recherche et innovation. Et puis, évidemment, le troisième axe, c'est la finance. Un tiers des VC, des investissements VC aux US vont dans les startups de la baie, donc c'est assez gigantesque. On entend beaucoup dire que ça a bougé, que depuis la crise, depuis la pandémie, les gens sont sortis. Alors, c'est vrai qu'on a eu des gros exemples très broadcastés dans les médias de 2 ou 3 gros noms de VC, par exemple, qui ont pu partir en Floride ou autre, mais on ne parle pas des centaines qui sont restés dans la baie et le fait que 97% des startups sont restés. Donc, voilà. À ces 3 axes se rajoutent 2 choses supplémentaires que je voulais juste mentionner. Le mentorship, donc ici, une espèce de karma dont on parle beaucoup, qui est aide-moi et je t'aiderai ou je t'aide et tu m'aideras. C'est très valable pour à peu près tout le monde. Il y a une très, très forte notion de mentoring, de partage, de donner tous ces conseils, d'avoir, même si on est une petite start-up, qu'on se lance et que c'est très secret, etc., on va quand même en parler pour avoir les conseils. On n'a pas peur de se faire piquer l'idée. Il y a assez de personnes, il y a assez d'idées pour qu'on ne vienne pas vous piquer la vôtre. Donc ça, c'est très agréable. Et enfin, le melting pot. Il faut savoir qu'aujourd'hui, il y a une grosse diversité. On a à peu près 35% de personnes qui viennent originaires d'Asie, 35% de personnes qui sont originaires d'Europe, 15% du Mexique. Donc, vous voyez que là, on arrive déjà à 85% de gens qui sont d'origine non américaine. Alors, ils ont pu depuis devenir américains par génération ou autre, mais en tout cas, il y a un très, très gros melting pot auquel se rajoutent toutes les autres nations. Donc, ça crée vraiment une dynamique et une diversité qui est vraiment très intéressante. Voilà, je vais laisser la parole à nos 2 experts de chez Jade. Merci beaucoup. Si ça fonctionne. Bon. OK. Donc, bonjour à tous. Donc, je nous présente rapidement. Dorine Marceau et Nicolas Pilot, nous sommes directeurs régionaux de la région Sud-Est pour Jade Fiducial. Jade Fiducial, alors Jade a été créée en 2003 par 2 experts comptables français, également CPA américains, qui ont vu une niche de marché sur l'accompagnement des Français aux États-Unis, accompagnement comptable et fiscal. Aujourd'hui, nous sommes 80 personnes sur les US environ, et nous sommes dans 12 bureaux, notamment sur San Francisco, Palo Alto et Houston au Texas, donc pour revenir sur ce qui a été dit précédemment. Donc, on est sur l'accompagnement comptable, mais on a une réelle spécialité dans la fiscalité internationale et toutes les problématiques cross-border que ça implique. Voilà. Donc, le premier point que nous allons aborder ce matin, et l'après-midi pour ceux qui sont en France, c'est l'implantation aux États-Unis et pourquoi. Donc, sans rentrer dans les chiffres, le marché américain, c'est un marché qui est plus gros que le marché européen aujourd'hui, en termes de superficie, de population et de revenus. On voit, donc avec des acteurs très locaux, des zones très définies. Là, on vous présente rapidement un petit graphique où on voit où sont les entreprises françaises et les emplois créés par les entreprises françaises aux États-Unis. On voit une forte présence au Texas, en Californie et sur la côte est américaine. Les États-Unis, outre que c'est un marché unifié, on a une seule devise, une seule langue. On le verra après, c'est aussi des enjeux locaux
pour attirer les investisseurs, les talents et pour créer son business. Un premier enjeu quand on vient aux États-Unis, ça va être le financement. Il y a une vraie différence par rapport à l'Europe, c'est qu'aujourd'hui, le financement bancaire est limité à seulement des entreprises qui existent déjà, qui ont déjà un vrai passif ou une vraie connaissance dans le marché américain. Les entreprises en démarrage sont souvent sur de l'investissement local, comme du self-funding, du co-funding ou des accélérateurs. Donc, il y a une vraie notion que quand on arrive aux États-Unis, attention au financement, car on n'aura pas les mêmes leviers que celui qu'on a en France, avec un financement accessible et rapidement sur un marché externe. Il y a une notion aussi importante à noter aux États-Unis, c'est que le crédit historique qui est à quel moment, quelle est notre histoire de paiement de crédit et quelle est notre notation sur les crédits, est quelque chose de regardé par les banques, ce qui fait qu'une entreprise française qui s'implémente aux États-Unis, il va lui falloir 3, 4 à 5 ans avant d'être reconnu par les banques comme un établissement fiable et pouvant accéder au crédit bancaire. Donc, c'est un peu les deux enjeux du financement aux États-Unis. Alors, sur le point de vue, au niveau légal, il faut d'abord effectivement monter sa structure. On va éviter les succursales. Du moment que du business est fait aux États-Unis, il est forcément recommandé d'avoir une entité juridique américaine. Deux choix principalement sont se présenter. Le premier, c'est la LLC, Limited Liability Company. La LLC, c'est quoi? Elle est fiscalement transparente. Donc, l'imposition se fait au niveau des actionnaire. Il n'y a pas d'imposition en cas de distribution des résultats. Le résultat est taxé, qu'il soit pris ou pas. Ce que ça engendre, c'est donc des obligations fiscales pour les non-résidents ou résidents, mais les actionnaires qui sont derrière cette LLC, qui devront déposer des liasses fiscales. Cette forme de société, elle est relativement simple à monter et elle est souvent préférée par les auto-entrepreneurs aux États-Unis. Si on veut comparer avec la France, on sera plutôt sur une forme de société civile. La deuxième option, c'est la corporation. Donc là, c'est équivalent d'une SAS, par exemple, en France, société à l'IS. Donc, le résultat de la société est taxé. L'actionnaire non résident, par exemple, ne sera pas tenu de produire de déclaration fiscale, sauf en cas de versement de dividendes, où il peut y avoir des éventuels formulaires à faire. L'imposition, elle se fait donc au niveau fédéral et au niveau des États. C'est souvent la forme de société qui est privilégiée pour les investisseurs et notamment les sociétés françaises qui investissent aux États-Unis. Donc, alors, quand on a défini le type de société qu'on veut créer pour s'implanter aux États-Unis, il faut définir où c'est qu'on s'implante. Alors, on va le voir tout au long de la présentation, les États-Unis sont un seul pays avec une multitude d'États. Il faut savoir qu'il y a une réglementation fédérale au niveau des États-Unis et puis une réglementation qu'on appelle locale au niveau de chaque État. En fait, il faut imaginer l'implantation d'une société, et là on va l'enregistrer, un peu comme la nationalité et des visas. C'est-à-dire qu'on va incorporer, organiser une société dans un État, elle sera entre guillemets nationalisée de cet État-là, donc elle sera du Delaware, de New York, de Californie. Et après, suivant son business, si elle se développe au fur et à mesure dans d'autres États avec des salariés, du chiffre d'affaires, du stock ou d'autres activités, elle va demander ce qu'on appelle un to-do business, c'est l'équivalent d'un visa, pour travailler dans un nouvel État. Donc, où s'enregistrer? Généralement, on va s'enregistrer souvent au Delaware. Pourquoi? C'est pas parce que Delaware est un paradis fiscal, c'est parce que Delaware, c'est l'État le plus reconnu par les avocats en cas de litige. Il faut savoir qu'aux États-Unis, on est sur un droit de jurisprudence et qu'en cas de litige, on va se référer à droit existant. Aujourd'hui, le Delaware, c'est l'État référentiel pour ça. Après, si demain vous ouvrez une boutique dans un État comme la Californie ou New York et vous n'avez pas d'expansion au-delà de l'État, on peut s'installer dans l'État dans lequel on a une présence physique. C'est un peu le choix. Soit on prend le Delaware, qui est un État central, et après on peut s'installer n'importe où, ou alors on va directement s'installer là où on va être, c'est dans le cadre d'une boutique. Après, il faudra faire attention à ce qu'on appelle les nexus économiques ou les nexus de présence physique. Ce sont les États dans lesquels on va se retrouver à devoir demander une autorisation pour faire du business, parce qu'on ne fera pas du business dans tous les États en même temps.
Alors, environnement fiscal. Voilà. Donc, il y a plusieurs catégories d'impôts. L'impôt sur le revenu, l'impôt sur les sociétés au niveau fédéral, les charges sociales et les impôts au niveau des États. Donc, au niveau de la territorialité de l'impôt, la fiscalité fédérale, elle s'applique à tous. Il n'y a pas de question là-dessus, c'est la même règle pour tout le monde. Il y a une fiscalité en fait au niveau des États, comme on vient de mentionner, et parfois au niveau des villes. Par exemple, New York, les personnes installées à New York vont avoir une fiscalité fédérale, state au niveau de l'État de New York et city au niveau de la ville de New York City, s'ils sont installés sur Manhattan, par exemple. Alors, l'impôt sur les sociétés, en bref, au niveau fédéral, il y a une seule tranche, 21%. Pour le moment, pas de changement. Les changements ils peuvent éventuellement arriver au moment des élections, mais pour le moment, 21%, c'est le taux en vigueur. L'imposition au niveau des États, alors il va varier, donc quelques exemples dans les principaux États. Californie, donc plus de 84%, New York 6,5%, et comme je disais, si vous êtes implanté sur New York City, vous aurez jusqu'à 8,8 en plus. Floride 5,5%, sachant que cette année, enfin sur l'année 2021, il y avait eu des mesures post-Covid, donc le taux avait baissé, mais donc certaines mesures avaient été prises dans certains États, mais les taux à partir de l'année prochaine vont revenir à des taux normaux. L'Illinois 9,5% ou le Massachusetts 8%. Donc globalement, quand vous êtes implanté aux États-Unis dans plusieurs États, en moyenne, vous allez être autour de 28%. Sachant que évidemment l'imposition dans l'État, chaque État ne veut pas imposer le résultat global. Il y a une allocation des résultats qui est faite en fonction de différents facteurs dans les États. Donc, c'est des facteurs de présence physique ou un facteur de niveau de vente, par exemple. Donc après, on va faire un petit topo sur les payrolls et sur les équipes. Donc aujourd'hui aux États-Unis, le salaire minimum au niveau fédéral il est de 7,25 $. On s'aperçoit que les États ont mis des règles différentes. Globalement, un État ne peut pas être en dessous du fédéral, mais peut demander plus. On voit qu'en Floride, on a 10 $ de l'heure. En Californie, c'est 13 jusqu'à 25 employés. Ça peut être au-delà. Mais globalement, ce salaire minimum, ce n'est pas forcément un salaire de marché. Aujourd'hui, on est à peu près comme en Europe. Hein. On a une guerre sur les talents et sur les équipes. Et si on veut garder ces équipes, il faut se mettre sur un salaire de marché. On a vu pendant le Covid une forte hausse des salaires. Par exemple, en Floride, on s'est même retrouvé avec des restaurants comme McDonald's qui proposaient 14 $ de l'heure ou 15 $ de l'heure pour un employé, ce qui n'était bien au-delà des 10 $ minimum pour ce type de business. La durée de travail, on est sur 40 heures hebdomadaires. Et si le salarié, ce qu'on appelle un salarié à l'heure, les heures supplémentaires seront payées. Elles seront payées avec une majoration de 50%. Si on est sur un salarié pas à l'heure, mais au travail à faire, qui est plutôt type cadre en France, il n'y a pas de durée hebdomadaire. Côté charges sociales, alors on voit bien le coût horaire est supérieur. Les charges sociales sont bien inférieures. On est à 7,65% en moyenne pour l'employé et 7,65% pour le patron. Ça veut dire qu'on est sur une moyenne qu'un salaire brut de 100 va coûter à l'entreprise 107,65, ce qui est bien inférieur au coût salarial français. Mais on aura bien sûr un salaire brut bien supérieur. À côté du salaire, il y a quelques notions importantes à savoir. La plupart des États et des contrats sont ce qu'on appelle at will. At will, ça veut dire que l'employé ou l'employeur peut rompre le contrat de travail sans préavis. Dans la seconde. On le voit souvent dans les films, quand on voit souvent l'employé partir juste après l'annonce du renvoi avec son carton sous le bras. C'est exactement comme ça que ça se passe. Il faut penser que ça se fait aussi dans l'autre sens. C'est que l'employé peut arriver un matin et dire « je ne viendrai plus travailler à partir de maintenant et j'arrête de travailler ». La coutume veut qu'en général, on donne 2 semaines de préavis, mais ce n'est pas une obligation. L'importance d'un contrat de travail, alors, ce n'est pas fréquent aux États-Unis d'avoir un contrat de travail. On a souvent ce qu'on appelle des fiches de poste très détaillées pour des entreprises européennes qui arrivent aux États-Unis, qui sont peu habituées à cette notion de fiche de poste. On conseille de faire un contrat de travail pour définir avec le salarié les règles de départ.
On peut demander plus que 2 semaines de préavis ou définir les méthodes de rémunération. Il faut savoir qu'aux États-Unis, ce qui fait foi en général, c'est ce qu'on appelle donc, la job description et ce qu'on appelle les company policies, c'est-à-dire c'est les règles de travail et d'organisation du travail dans l'entreprise qui donnent lieu à les règles d'avantages que peuvent avoir les salariés sur du travail. Donc, il faut savoir qu'aujourd'hui, aux États-Unis, à la différence de la France, tout ce qui est les avantages en nature ou les avantages pour les salariés ne sont pas définis par la loi. Elles sont définies par l'entreprise. Il n'y a pas de durée minimum de travail ni de congé. On pourrait même avoir des entreprises qui, la première année, ne payent pas les jours fériés. Donc, chaque entreprise définit ce qu'elle a envie de faire avec ses salariés. On est dans une notion très différente. Ce n'est pas l'entreprise se confère aux règles du travail par rapport à leurs salariés, mais l'entreprise doit définir ses règles de travail pour attirer des salariés. C'est une démarche très proactive. On va retrouver aujourd'hui dans ce qu'on appelle les bénéfices, les avantages au travail, les congés payés, qui peuvent être de 2 semaines en moyenne, mais qui peuvent être beaucoup plus. On va retrouver aussi la prise en charge d'une assurance santé, d'une mutuelle, parce que prise en charge en partie ou intégralement par l'entreprise. On va trouver aussi la mise en place de ce qu'on appelle un 401k, un plan de retraite par capitalisation. On peut retrouver aussi n'importe quel type d'avantage, télétravail, temps additionnel pour les congés, ou on pourrait même retrouver temps additionnel pour les congés maternité, congés parentaux, et ainsi de suite. Donc, chaque entreprise peut définir ce qu'elle souhaite mettre en place dans sa politique de relations humaines au sein de son entreprise afin de conserver ou attirer les meilleurs talents. Donc ça, c'est une notion très importante qu'on ne retrouve pas en France. Voilà, alors on a une petite checklist des points importants avant de venir s'installer aux États-Unis. Donc, dans un premier temps, c'est l'anticipation et évidemment bien étudier son marché. Il ne faut pas penser que les États-Unis, c'est beaucoup d'États. Quelque chose qui va marcher dans un État ne va pas forcément marcher dans un autre. Donc, il faut absolument bien étudier l'implantation. Et ensuite, il ne faut évidemment pas hésiter à s'appuyer sur la structure française et pour les financements notamment, avec tous les back-office que vous pouvez avoir côté français et que peut-être vous ne pourrez pas trouver ici, ou du moins pour le démarrage. Voilà. Le second point, après avoir identifié votre projet et vous êtes accompagné pour débuter, il faut, quand vous avez pris la décision d'installer votre société aux États-Unis, il faut vous faire accompagner de partenaires fiables, que ce soit des experts comptables, avocats d'immigration, avocats d'affaires, pour toutes les différentes étapes de votre projet, que ce soit valider un business plan pour l'obtention par la suite d'un visa, faire venir des salariés français aux États-Unis, ou créer la société et s'enregistrer auprès des statuts et des différents organismes pour avoir des salariés aux États-Unis, collecter les impôts et ainsi de suite. Donc, il est très important d'être entouré dans toutes ces étapes-là. Ensuite, il faut évidemment connaître les règles légales, bien choisir sa structure juridique. Donc, c'est là que les experts tels qu'un avocat d'affaires et un expert comptable vont évidemment aider. Créer sa société et donc choisir sa structure juridique, on l'a vu un peu plus tôt, savoir est-ce que je fais une corporation, est-ce que je fais une LLC, également le traitement fiscal de ces sociétés-là qui peut être aussi différent, et également important, valider les réglementations dans chaque état d'implantation pour être sûr d'avoir toutes les licences, par exemple, qui sont nécessaires. Il faut aussi s'assurer de bien connaître les règles fiscales. Donc, comment sera taxée ma société? Quelles sont mes obligations fiscales? Quand est-ce que je dois déclarer? Où je dois déclarer? Et surtout, un point qu'on n'a pas abordé, qui est la sales tax, l'équivalent de la TVA. C'est est-ce que je suis soumis à cette taxe? Quel va être l'impact sur mes prix? Et quel va être l'impact sur mon business plan? Connaître les règles comptables. Là aussi, quelques différences avec la France. Ici, vous avez la possibilité de choisir une méthode cash basis, par exemple, ou encaissement, décaissement, ou accrual basis. Souvent,
la méthode comptable va être en ligne avec ce que la société étrangère, enfin, ce que la maison mère fait. Il faut également choisir son software. Donc là, l'expert comptable pourra également vous aider là-dessus. Et à savoir aussi qu'il n'y a pas d'obligation de présentation des comptes aux États-Unis, sauf pour les sociétés publiques. L'information n'est pas communiquée hormis à l'administration fiscale américaine. Il faut connaître les us et coutumes locales, donc notamment en termes de ressources humaines. Quel est le coût de la vie? Quel est le salaire minimum qu'on doit proposer en fonction de l'emplacement où on va mettre notre entreprise? Y a-t-il des règles locales spécifiques sur les employés? Par exemple, la Californie est un État qui est très en avance sur les règles de protection des employés. Il faut vraiment les connaître. Elles n'ont rien à voir avec ce qu'on peut avoir au Texas, en Floride, ni à New York. Quels sont les choix des employés qu'on va avoir? Des employés locaux, des employés français, un mix des deux. Et quels sont les bénéfices? Quelle est ma politique de ressources humaines que je vais mettre en place afin d'attirer ces ressources? Ensuite, donc, préparer un business plan et un plan de financement réaliste. Il ne faut pas hésiter à privilégier les aides en France, donc pas forcément aux États-Unis, mais en France. Les aides de l'État, les aides des régions ou les aides privées, enfin, du type COFAS, car ça peut être un bon point de départ pour le financement. Et puis également, quand même se renseigner donc, sur les incentives au niveau local et notamment là, les chambres de commerce peuvent, j'imagine, accompagner également sur ces points-là. Alors, le dernier point qui est en fait le plus important, comme un dernier pour tout le monde s'en rappelle, c'est qu'il faut se déplacer, rencontrer et s'adapter. Il faut se rendre sur place. Il faut rencontrer les acteurs clés, s'entourer de professionnels et adapter son projet. Les États-Unis, si on regarde à l'échelle européenne, c'est tous les pays en même temps. Donc, un projet qui pourrait marcher en Floride peut ne pas marcher en Californie. Et inversement, ce qui marchera en Illinois ne marchera pas ici. On ne travaille pas pareil avec un Danois qu'on travaillera pareil avec un Italien ou un Espagnol. Et c'est pareil aux États-Unis. Il faut avoir conscience que culturellement, c'est différent de l'Europe et que au sein des États-Unis, un New-Yorkais n'est pas un Californien et n'est pas quelqu'un du Texas. Donc, on ne dira jamais assez qu'il n'y a rien de plus important que de venir rencontrer les personnes afin de modifier son projet si besoin est pour qu'il marche. Un des exemples qui est le plus commun et le plus marquant, c'est, prenez l'exemple des banques. La banque, elle vend des dollars. Un dollar, c'est pareil partout à droite ou à gauche, qu'on soit à San Francisco ou à Miami. Mais pourtant, la plupart des banques ne sont pas nationales. On va retrouver Bank of the West, qui est la première banque en Californie pour le retail, qui n'est pas présente à New York ou même en Floride, et vice-versa. Donc, même un métier aussi simple que celui-là n'est pas aujourd'hui un métier global aux États-Unis. Il est très compliqué d'approcher les États-Unis de manière globale parce que le marché est très différenciant d'un côté ou l'autre. Et donc, il faut vraiment s'en rendre compte pour s'adapter et pour réussir. Donc, voilà pour la présentation rapide sur les enjeux d'une implantation aux États-Unis. Nous sommes à votre disposition pour les questions et réponses que vous avez. Bien, merci beaucoup. Merci beaucoup. Donc, vous pouvez poser vos questions si vous le souhaitez dans le Q&A. Moi, j'en ai une première là, pour vous, Dorine et Nicolas. Première remarque, pourquoi est-ce que le Texas n'était pas sur les présentations, là, sur les différents États, les différents comparatifs? Est-ce que c'est parce que vous avez moins de demandes de ce côté-là ou... Par rapport aux impôts, par exemple? Oui, c'est ça, sur les différents États, les présentations. Vous avez Ah oui, non, c'était l'éventail, différents exemples, mais après, c'est vrai que le Texas, par exemple, est un État, par exemple, au niveau des particuliers, c'est comme la Floride, donc il n'y a pas d'impôt au niveau du particulier. Au niveau des sociétés, ce n'est pas vraiment un corporate tax, ils ont une franchise tax au Texas qui est basé sur la marge. Qui est basé sur voilà, et qui surtout ne s'applique qu'au-delà de $1 million de sales, je crois. Donc, effectivement, c'est beaucoup plus. Ça peut être intéressant effectivement d'être au Texas. Je suis d'accord. C'était différents exemples, pas de.
Très bien. Et la question que j'avais aussi pour vous, c'est quelles sont les principales erreurs que vous voyez, ou du moins les principales écueils quand les entreprises françaises viennent s'installer? Quelles sont voilà, les plus grosses erreurs que vous avez pu repérer? En fait, c'est assez marrant. C'est quand vous avez une entreprise française qui va aller en Asie, outre un traducteur, elle va prendre un conseil culturel qui va lui apprendre les différences. Quand on vient aux États-Unis, c'est pas un problème d'anglais, hein. C'est souvent un problème culturel. On pense que c'est, parce qu'on voit souvent les États-Unis à la télé, on pense qu'on connaît, on pense que c'est comme à Paris, qu'il n'y a pas d'écart, que ça a peu de changements. Mais en fait, il y a des gros écarts culturels. Un Américain ne réagit pas comme un Européen, n'attend pas les mêmes choses, que ce soit dans le service. La qualité de service n'est pas, l'attendue sur le service n'est pas la même en Europe qu'aux États-Unis. Il faut vraiment venir et écouter, se renseigner, s'intéresser à ces problèmes-là pour réussir. La première chose, c'est vraiment un step culturel, mais qui va surtout, même des choses très basiques, c'est qu'aux États-Unis, par exemple, on paye les salariés tous les 15 jours, pas tous les mois. Si on ne vous le dit pas et que vous faites une annonce, vous dites, oh, je peux payer tous les mois, il y a plein de salariés qui ne vont pas venir. Mais ils ne viennent pas parce que le projet n'est pas sympa, juste parce qu'on ne s'est pas rendu compte de comment les gens vivaient ici. Donc ça, c'est le premier projet. Le premier conseil, et la deuxième source, ça va être le financement. C'est que les États-Unis, ça quand même coûte cher. Ça peut rapporter, c'est un pays qui marche très bien, mais il faut vraiment s'investir. Et cela demande des financements assez importants et anticipés. On a beaucoup d'entreprises qui arrêtent en plein milieu par manque de financement, parce qu'elles ont mal anticipé cette phase-là, souvent par un manque de préparation, de discussion avec les FSIC locales, les acteurs locaux, pour se rendre compte de combien ça va coûter de s'implanter. C'est les deux grosses erreurs qu'on va retrouver, les majeures erreurs qu'on va retrouver sur un projet qui se lance aux États-Unis. Non, je suis d'accord. Et effectivement, nous, c'est pour ça l'aspect aussi rencontre entre pairs, on trouve qui est très utile, parce que nous aussi, on partage effectivement ce genre de feedback sur le cash qui est nécessaire à avoir au départ pour que ça fonctionne. Et souvent, quand le conseil vient de quelqu'un qui est déjà passé par là, ça aide à faire passer le message, je trouve. Je pense, voilà, j'ai des exemples en tête là, qui me viennent, que ce soit surtout des retailers avec des projets d'ouverture de magasins ou de restaurants et qui n'ont pas un budget suffisant pour tenir la distance. Et juste aussi sur le sujet retail, parce que c'est ce qui me vient en tête comme exemple, là, il y a une grosse différence, en tout cas pour beaucoup de villes américaines, c'est qu'on est loin du modèle de ville européen et que quand on s'installe sur un retail, il n'y a pas un passage naturel et que ça change la stratégie commerciale, n'a rien à voir. Quand on ouvre un business en France ou quand on ouvre un business aux États-Unis, effectivement, la stratégie, l'approche des clients est très différente. Alors, pour rebondir sur retail, il suffit de regarder un contrat de bail aux États-Unis avec toutes les clauses et tout ce qu'on peut négocier par rapport à ce qui est fait en France. Ça n'a rien à voir. En France, c'est fermé par la loi. Ici, c'est un peu ouvert, on fait ce qu'on a envie. Et tout est négociable. Et c'est le premier choc culturel. Signer son bail est un vrai choc culturel. C'est là où c'est important également de s'entourer d'un bon avocat, business lawyer de ce côté-là, justement pour revoir le bail. C'est des points importants et souvent les gens peuvent faire des erreurs là-dessus, ou du moins ne pas voir quelque chose et se retrouver après dans des situations compliquées. D'ailleurs, pour ça, je rebondirais sur ce que Constance disait tout à l'heure, mais effectivement, il faut bien s'entourer et il faut s'entourer d'acteurs locaux ou en tout cas au minima américains. Tu posais tout à l'heure la question d'écueils à éviter et c'est vrai que nous, on a déjà vu plusieurs fois des entreprises qui arrivent très bien préparées, mais très bien préparées en France, par des Français. Et aussi parce que ce sont des entreprises qui ont déjà leur cabinet d'avocats, leur cabinet comptable, etc. Parfois des cabinets internationaux, mais les dossiers ont été traités par les avocats ou les fiscalistes qui sont basés à Paris, qui connaissent vaguement les lois, les différences, etc. et qui vont donner quelques pistes. Mais en fait, la réalité est très différente. Et donc, pour rebondir sur tous les conseils qui ont déjà été donnés, on a vraiment pas mal de gens qui font des erreurs aussi bêtes que ça au départ, de ne pas aller voir les locaux. Donc, il y a des cabinets fiscaux qui sont francophones. Enfin, Jade est un très bon exemple, mais voilà, si c'est pour parler avec un Français
parce que vous êtes plus à l'aise au niveau de la langue. Si c'est pour parler des différences avec quelqu'un qui connaît le système français, là encore, il y a des spécialistes qui sont biculturels, binationaux, etc. Mais voilà, ne pas couper, ne pas oublier cette partie-là, d'aller voir vraiment des locaux, en tout cas des gens du pays, et ne pas se baser que sur les conseils des Français. Non, mais tu as totalement raison. C'est bien pour ça que nous, on est présent sur 12 bureaux. On aurait pu maintenant n'avoir qu'un seul bureau ou 2 bureaux. On considère aujourd'hui d'avoir une approche locale, un conseil local pour nos clients, c'est une vraie valeur ajoutée. Parce qu'on ne sert pas un client à Chicago comme on sert un client à Los Angeles ou à San Francisco. Ah oui. Et encore moins à Houston ou en Floride où c'est encore des mondes à part. Et c'est pareil pour les avocats. Ils doivent passer le barreau à New York pour être dans l'État de New York. Ils doivent passer le barreau de Californie pour être en Californie. Je pense que c'est pareil pour le Texas parce qu'il y a un tronc commun fédéral et encore une fois, il y a des troncs ensuite par État avec des lois différentes, etc. Donc, c'est vraiment très, très important. Moi, je suis d'accord. Et je pense qu'vu de France, on oublie un peu la taille aussi des différents États. Donc, le Texas, c'est plus gros que la France. Donc, c'est comme un pays à lui tout seul, avec une culture qui est propre et des lois qui sont différentes. Et pour rebondir aussi sur l'aspect légal, ça, c'est justement une discussion que j'avais eue avec Olivier Soro, qui est le fondateur de Jade, qui me disait qu'il y avait une différence fondamentale dans l'approche de la loi aux États-Unis, c'est que le contrat est premier. C'est-à-dire qu'en France, si on signe un contrat qui n'est pas vraiment aligné avec les lois du pays, le contrat ne tiendra pas face à la loi, alors qu'aux États-Unis, c'est vraiment le contrat qui est premier et il faut vraiment faire très attention à ce qu'on signe. Voilà, on a une question sur le développement commercial. La question, c'est est-ce que vous pouvez nous expliquer l'approche du financement et des garanties assurances nécessaires lorsqu'une entreprise française, industrielle française, s'implante dans le Midwest? Peut-être avec une étude de cas ou avez-vous un vécu? Alors aujourd'hui, il faut savoir le financement. Aujourd'hui, le système bancaire américain ne va pas financer l'entreprise qui vient de se créer. À moins que vous mettiez en garantie vos actifs personnels importants aux États-Unis, les banques ne jouent pas le jeu de premier financeur du marché américain. Généralement, ce sont plutôt soit un financement local d'un premier cercle d'amis, d'entreprises ou de VC, d'investisseurs, ou alors, dans le cas d'une entreprise française qui vient aux États-Unis, c'est la France qui va financer. Alors, en France, il y a plein de mécanismes pour financer, que ce soit Business France, que ce soit des assurances avec la COFAS, ou les régions, les incubateurs, il y a plein d'organismes qui vont aider au financement pour lancer le business aux États-Unis. Les garanties, il n'y a pas de garantie aux États-Unis, malheureusement, il n'y a pas de, comme le disais au début, il n'y a pas de garantie de réussite. On peut se tromper, ce n'est pas très grave. Mais on n'est pas comme en France où on est protégé. À côté de ça, ce qu'il faut voir, c'est que vous pouvez bien sûr trouver des garanties sur vos créances clients, sur certaines de vos activités. C'est assez cher, mais ça existe quand même. Mais il n'y a pas de garantie là-dessus non plus. C'est à vous de le faire. Okay. Merci pour cette réponse. Il y a une deuxième question là, qui est pour vous, Jade, là, qui parle des questions sur les tarifs. Moi, je peux vous faire déjà une réponse un peu générale. D'habitude, les remarques, ce n'est pas tant sur la comptabilité, moi, que les retours que j'ai, c'est plus sur l'aspect juridique. Où finalement, la comptabilité, je n'ai pas eu trop de retours de ce genre-là en disant c'est très cher. C'est plus clairement l'accompagnement de l'avocat qui donne des sueurs froides. Donc, si vous voulez faire vos retours là, sur les tarifs comptables. Oui, alors, effectivement, c'est pas... je pense que donc la question, c'est juste parce que je ne sais pas si tout le monde forcément l'a entendu, mais donc c'est la partie comptable me paraît exorbitante en termes de tarifs par rapport à la France. Pouvez-vous le confirmer? Alors, c'est pas vraiment la partie comptable en fait, hein, c'est la partie fiscale qui effectivement peut paraître plus chère qu'en France. Sur la partie comptable, je pense que ça va rester quand même assez similaire. La gestion comptable, elle est similaire ici en France. Hein, la saisie, la révision des comptes, tout ça, c'est pas vraiment différent. La fiscalité, oui, parce que il y a une plus grande dimension. C'est-à-dire qu'on revient sur cette dimension étatique. C'est-à-dire que quand vous avez une corporation qui est implantée et qui fait du business dans 12 États, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a 13 liasses fiscales.
C'est que vous avez le fédéral et vous avez une liasse fiscale par État avec des règles fiscales différentes dans chaque État. Un État ne va pas forcément traiter un revenu ou une déduction de la même façon. Les formes sont différentes entre chaque État. Fédéral, oui, ça c'est la même chose, mais dans chaque État, elle sera différente. Donc, c'est un temps important, un temps de travail important. Donc, oui, c'est vrai, sur la partie fiscale, ça peut paraître plus important. Après, il y a aussi toute la partie, enfin nous, en tout cas en ce qui nous concerne, il va y avoir aussi cet aspect plus conseil sur la fiscalité internationale, où on va rentrer effectivement plus dans le conseil entre la France, ici, quelles sont l'application des traités fiscaux, etc. Donc, des points un petit peu plus techniques. Mais bon, à l'arrivée, vous avez bien raison, le coût comptable et fiscaux est un peu plus élevé qu'en France par la complexité de faire un multi-État. C'est un peu comme si on faisait du business dans tous les États européens. Ah, voilà, il y a la suite. Effectivement, je vends via Amazon et j'ai donc autant de déclarations à faire qu'il y a d'États. Avez-vous des coordonnées afin qu'on échange davantage? Oui, c'est vrai qu'on n'en a pas parlé de cette partie-là. C'est ce que je disais sur la partie du Nexus, c'est qu'à partir du moment où une entreprise qui s'enregistre ou se crée dans un État commence à avoir des activités, que ce soit un chiffre d'affaires important, que ce soit des salariés dans un autre État, à ce qu'on appelle du multistate, à des nexus, on appelle ces notions de nexus dans différents États, et donc des obligations déclaratives, que ce soit pour les charges sociales, que ce soit pour l'impôt sur le revenu, que ce soit pour la sales tax, dans chacun des États où on fait du business. Alors aujourd'hui, on va vers quelque chose de plus en plus intégré. Sur la sales tax, on pourra échanger et vous donner des conseils là-dessus. Vous avez nos coordonnées sur la présentation. Mais c'est vrai que c'est quand même une vraie complexité. Imaginez-vous quand vous êtes en France et que vous avez un représentant fiscal en Allemagne, en Italie et en Hongrie, eh bien, c'est des coûts supplémentaires et de l'administratif en plus à faire tous les mois dans chacun des pays. Et est-ce que c'est quelque chose qui est possible quand on a un small business, qu'on n'a pas encore atteint une taille de chiffre d'affaires critique? Est-ce que c'est possible de faire tout seul? Ah. Oui, c'est possible. Oui. Après, la problématique, ça va être les risques d'erreur. C'est qu'aux États-Unis, les erreurs coûtent cher. Les pénalités sont souvent assez importantes, que ce soit au niveau de l'IRS ou au niveau des États. Et les États, de plus en plus, on le voit, hein, sont assez... c'est très dur de négocier des pénalités avec les États, et notamment la Californie, par exemple, c'est un des pires États pour négocier le moindre dollar pour réduire des pénalités. Donc oui, c'est possible, mais je pense qu'il faut il faut savoir ce qu'on fait. Il faut savoir ce qu'on fait parce que c'est pas forcément simple. Et là, on va surtout parler des déclarations de TVA qui sont simples, mais pour tout ce qui va être après déclaration pour les salaires, etc., nous, on recommande vraiment de passer par un professionnel là-dessus pour éviter des coûts, en fait, après de pénalités en cas d'erreur. Encore une fois, quelqu'un qui arrive de France, qui crée son business, qui veut tout faire tout seul, il faut se rendre compte, il ne maîtrise pas la culture, il ne maîtrise pas les lois de son métier, il ne maîtrise pas son environnement. Et culturellement, il ne connaît pas les enjeux fiscaux de l'État ou d'où il se trouve. Il nous semble que tout aborder de front, c'est source d'erreur. Après, quelqu'un qui est installé depuis longtemps, c'est vrai que c'est un peu plus simple. Mais encore une fois, il faut avoir appris, compris et maîtrisé les enjeux. Okay. Et une question que j'ai également pour Anne-Emmanuelle et puis pour vous, c'est quelles sont votre perception là, du marché actuel? Enfin, du côté du Texas, l'année a commencé très fort. J'ai eu l'impression que les entreprises s'étaient mises en attente pendant la période Covid 2020-2021. Et on a eu là un début d'année assez fort en termes de demande venant de la France pour s'installer au Texas. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez vu aussi? Oui, ça recommence effectivement. Alors, pareil, il y avait le travel ban, l'interdiction de rentrer sur le territoire américain qui avait un petit peu réglé la question. Plus personne ne pouvait venir. Et là, depuis que ça a rouvert,
on a effectivement des demandes qui commencent à revenir. Alors, les gens sont quand même prudents. On sent que voilà, ça demande, mais ça s'implante doucement. Mais oui, c'est en cours. Ce qui retarde un petit peu, et là, c'est en train, je crois, de rentrer dans l'ordre petit à petit. Je pense que c'est pareil pour le Texas. Ce n'est pas tellement la volonté d'implantation, ce sont les visas de l'immigration américaine qui ont pris tellement de retard qu'en fait, même quand tout est prêt, il faut attendre que les visas, eux, le soient, avec les rendez-vous à l'ambassade. Donc ça a pu prendre, voilà, c'est plus ça qui a bloqué, j'ai l'impression, que les réelles envies qui avaient été stoppées net pendant 2 ans. Et j'ai l'impression que le backlog, enfin le retard pris par l'administration américaine est en train d'être rattrapé. Là, petit à petit, ça va plus vite. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Et alors moi, j'avais une autre question aussi, parce qu'on l'a évidemment, là, on est vraiment sur la partie business. Mais Jade, est-ce que vous avez peut-être un petit mot à dire sur la partie personnelle en fait, de quelqu'un qui va emménager aux États-Unis, soit en tant qu'entrepreneur ou fondateur qui va monter son entreprise ou sa filiale, ou même d'un employé. Quelles sont peut-être les 2-3 règles de base en tant que particulier à bien avoir en tête quand on va implanter son entreprise? Ce qu'il faut bien avoir en tête sur la partie individuelle, c'est que les États-Unis taxent le revenu mondial. Donc, à partir du moment où vous devenez résident fiscal aux États-Unis et que si vous avez toujours des choses en France, que ce soit du foncier, des actifs financiers, tout ça devra être déclaré aux États-Unis. Alors, taxé ou pas, ça va dépendre, mais voilà, bien garder ça en tête, cette taxation du revenu mondial. Après, il y a la fiscalité internationale, elle est complexe. Nous, aujourd'hui, ça représente une grosse partie de notre activité, cet aspect de conseil pour les gens qui viennent s'installer aux États-Unis, donc conseil aux particuliers. Et je dirais le conseil numéro 1, c'est de nous contacter, vous contacter des experts du moins dans ce domaine avant de venir. Parce qu'une fois que vous êtes arrivé, parce qu'il y a des choses à faire, il y a de l'optimisation possible, des choses à éviter, pour justement simplifier la situation fiscale côté US. Mais une fois que vous êtes arrivé, c'est vraiment plus compliqué de régler certaines choses. Donc, vraiment, il faut contacter les experts dans ce domaine avant de venir, avant l'expatriation. Merci beaucoup. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions, ce qui reste juste quelques minutes. Juste en tout cas, on parlait là des coordonnées, donc vraiment n'hésitez pas à nous contacter. C'est notre cœur de métier d'accompagner les entreprises dans leur installation aux États-Unis. La chambre de commerce au Texas, facile de nous contacter. Il y a le website, il y a nos coordonnées, donc n'hésitez pas à nous faire un email. Jade Associate, on travaille beaucoup avec vous, donc on peut faire la connexion ou vous contactez directement Jade. On travaille ensemble de toute façon. Et Anne-Emmanuelle, pareil. Pareil, tout est sur le site internet et vous pouvez trouver nos coordonnées. Alors de toute façon, je pense qu'il y aura aussi sur le site de la CCIFI au niveau de la conférence Business Booster, je pense que les coordonnées seront transmises. Parfait. Bon, je vois qu'il n'y a pas d'autres questions. Donc de mon côté, c'est tout bon. Donc il me reste à vous souhaiter une bonne journée aux US et une bonne fin de journée en France. Merci beaucoup. Merci. Bonne fin de journée pour les Français. Au revoir. À bientôt. Au revoir.